Je m'appelle David Apeti-Seignon, professeur d'histoire géographie et écrivain. Je suis auteur du roman Perdu dans la nuit, publié aux éditions Aoudi, et des nouvelles La fille du tribunal et récemment une nouvelle parution, La chanson du Nil, auprès d'Aoudi également. À la lecture, j'aimais beaucoup lire quand j'étais à l'école, surtout au lycée. J'essayais en ce moment d'écrire des poèmes et je me rappelle quand ma maman venait vers moi pour me dire ça, ce ne sont pas des poèmes, on les appelle des billets doux parce que ça parlait plutôt de filles, d'histoires d'amour et consorts. Mais en terminale, j'ai eu cette passion pour Gérard de Villiers et j'ai essayé avec l'espionnage et tout ce qu'il écrivait en matière d'espionnage me passionnait. C'est par là que j'ai dû lire beaucoup d'ouvrages concernant Gérard de Villiers, précisément les SAS, SAS, qui publiaient sur l'espionnage. Et sans vous mentir, j'affectionne la prose. Je préfère le roman parce que ça relate plus les faits. Je suis professeur d'histoire, géographie, j'aime le passé. Donc, par conséquent, j'ai besoin du récit pour relater des faits. C'est par là que j'ai eu cette passion pour le récit, pour le roman, pour la nouvelle. C'est presque la même chose. Mais je pense en tant qu'auteur également que j'ai besoin de m'essayer avec d'autres genres. Je suis en train de penser à m'étendre aux essais, du moins pour le moment, et on verra ce que ça va donner. Et comme je viens de le dire, je pense d'abord au passé. Peut-être c'est dû à ma formation sur le campus d'histoire et géographie, mais également la vie sociale. Je pense à la vie sociale, tout ce qui se passe dans la société, les mots qui minent la société, j'y pense. Et mon inspiration, ça vient souvent du quotidien, ce que je vois à côté de moi. Et ça m'inspire et c'est par là que je me mets à relater certains faits qui sont souvent l'histoire de la société ou l'histoire d'une personne en particulier. Il y a une petite histoire qui tourne autour de ma préférence pour les personnes handicapées. On ne peut pas dire préférence parce que ce n'est pas quelque chose de positif d'être en face, n'est-ce pas, d'un handicapé. Il fut un temps où j'ai vécu dans le quartier d'Agoué et il y avait un jeune homme dans le quartier, il s'appelait Koujo. C'est un aveugle de naissance, il est né aveugle. Il vient vers moi, il vient vers moi et puis il me demande, David, est-ce que tu peux me lire quelque chose? Souvent, nous faisons cet exercice-là 3 fois dans la semaine. Et un jour, on se promenait et puis il m'a demandé, David, est-ce que tu peux me décrire la nature? J'ai essayé de lui décrire la nature le jour-là. Est-ce que tu peux me décrire le sous-vêtement que j'ai porté? Je lui ai décrit ce sous-vêtement. Il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Bon, moi-même, je porte quelque chose, mais je ne connais pas vraiment la couleur. C'est quelque chose qui m'a touché. Moi, je suis voyant, je vois bien. J'imagine quelqu'un qui est non-voyant, qui ne voit rien, qui ne peut pas apprécier les couleurs, il est né aveugle. C'est quelque chose qui m'a touché. Finalement, je me suis dit, il peut guérir. Mais comment il peut guérir? C'est être traité. Est-ce qu'il a une fois été traité? Et il y a bon nombre de personnes handicapées, non-voyants, qui peuvent être traités, peut-être chance aidant, ou bien s'il a providence divine avec eux, ils peuvent recouvrer la vue. Peut-être faute de moyens, ça ne se passe pas. C'est pour ça que dans une de mes œuvres, Perdues dans la nuit, j'ai tout fait pour que vers la fin, il y ait cette séquence où la personne a recouvré la vue. Donc voilà ce qui m'a poussé à vraiment aimer les personnes handicapées. Et l'autre œuvre également qui parle d'une personne muette et qui est devenue avocate également, pour dire tout simplement que les personnes handicapées sont des personnes à part entière et on ne doit pas les réduire comme s'ils sont des personnes à qui il manque quelque chose. L'amour guérit les infirmités, c'est aller trop loin,
Mais l'amour peut apaiser beaucoup de choses. Dans la vie de tous les jours, on voit ce que l'amour peut faire. L'amour peut déstresser. L'amour peut donner confiance aux gens. Et par conséquent, une personne handicapée qui est face également à ce sentiment, il peut se donner une certaine forme de confiance dans la société. C'est pour ça que je pense, à mon humble avis, en évoluant avec l'écriture, j'essaie toujours de mettre l'amour à côté. Pour la petite histoire, mon ami, l'aveugle en question, il est venu plusieurs fois vers moi. Tu sais, David, je suis en train de grandir, mais je n'ai pas encore trouvé l'amour. C'est quelque chose qui touche. Donc, par conséquent, en tant qu'auteur, je ne peux que souhaiter quelque chose de positif pour lui et pour tous ceux-là également qui sont dans le cas de trouver l'amour, ou du moins d'avoir de l'amour autour d'eux par les membres de leur famille, leurs amis. C'est quelque chose de positif. Parce que ce sont des gens qui sont souvent écartés de la société. On n'a pas envie d'être avec eux. Mais si on leur donnait un certain amour, du moins une certaine forme de sentiment, je pense qu'ils auront confiance en eux. C'est une question compliquée. Si l'amour existe, je préfère dire oui, que l'amour existe. Même si des gens passent par des déceptions et consorts. Et parfois, on peut même dire que la déception devient quelque chose de positif dans la vie de certaines personnes parce qu'ils arrivent à mûrir, à grandir avec ces... Mais l'amour, je pense que l'amour existe. Mais au même moment, vu la société qui va à 100 à l'heure dans laquelle nous sommes, il faut s'en méfier également. Mais en matière d'écriture, il faut rêver. On doit s'évader de temps en temps. Donc, il faut y croire. J'y crois alors. Moi-même, je n'ai pas vu ce style à moi, si je suis la beauté dans la simplicité. Mais je pense que l'écriture ne doit pas forcément être l'utilisation, comme on le dit souvent, des gros mots, ou bien utiliser un français soutenu, parce qu'on a envie de toucher un grand public. Et ce n'est pas tout le monde qui peut facilement comprendre le français soutenu. Par conséquent, on peut relater des faits de la société en se basant sur un style simple, mais qui dépeint quand même une certaine forme de beauté. Ça nous renvoie à l'Égypte antique. J'ai eu cette passion-là pour l'égyptologie quand j'étais en formation sur le campus universitaire. Mais ce n'était pas facile de devenir égyptologue, faute de moyens, parce qu'il fallait aller à l'extérieur pour étudier. Mais les quelques cours que nous avions avec nos enseignants m'ont permis de me passionner, m'ont poussé à me passionner à l'Égypte antique. Alors l'idée m'est venue d'imaginer cette histoire-là qui parle de l'Égypte antique en passant bien sûr par le cours que je suivais, c'est l'archéologie. Donc par l'archéologie, nous sommes arrivés, ou bien l'humanité est arrivée à connaître le passé, à connaître les civilisations anciennes. Et la civilisation égyptienne est l'une des plus grandes au monde, qui continue de nous émouvoir, nous qui sommes les contemporains d'aujourd'hui. Alors, avec ma formation sur le passé, puisque l'histoire se base sur le passé, alors je me suis dit, je vais m'atteler. Alors j'ai créé, ou bien j'ai écrit cette histoire, La chanson du monde. C'est l'inspiration, c'est l'imagination, c'est rien d'autre. Et comme je le dis, il y a aussi la formation. J'ai fait l'histoire sur le campus, donc je connais un peu l'histoire de l'Égypte antique. Donc par conséquent, ajouter un peu à l'imagination, j'ai pu créer cette histoire. Et il faut ajouter aussi quelque chose. L'archéologie, c'est cette science-là qui permet par des fouilles de retrouver les civilisations anciennes. Et par conséquent, il y a quelque chose qui se passe avec les civilisations africaines, c'est qu'il n'y a pas assez de fouilles sur le continent africain. En Égypte, oui, parce que ce sont les Occidentaux qui s'y attellent là-bas. Mais je crois également que dans les autres pays africains, les gouvernants également peuvent s'atteler
à faire des fouilles. Pas forcément que ça vienne de l'Occident, ou du moins ça doit être des financements venant, n'est-ce pas, de l'Occident qui doit permettre les fouilles archéologiques sur le sol africain. Les fouilles débutaient normalement avec l'engouement des jeunes chercheurs à travailler. Déjà au 3e jour, ils commençaient à exhumer des fragments d'objets. Tous les objets découverts devaient être minutieusement classés sur une feuille comportant le nom de celui qui a fait la découverte, l'heure de la découverte. Le lieu n'était peuplé que de quelques palmiers dattiers et des maisons dispersées. Les chercheurs avaient disposé des tentes dans lesquelles ils dormaient. Les fouilles commençaient très tôt le matin et finissaient à 15 heures, entrecoupées de quelques pauses. Certains indigènes des environs étaient sélectionnés pour certains travaux comme le remblayage du sol, le déplacement des blocs de pierre et le ramassage de sable. 2 voitures étaient disponibles pour les approvisionnements et un camion pourvoyait les archéologues en eau. Pour une certaine sécurité, 5 militaires veillaient sur eux. Après un mois de fouilles, plusieurs objets avaient été découverts. Mais un jour, Rouama, en travaillant, heurta quelque chose. Elle crut avoir touché un rocher. Avec ses instruments de travail, elle commença à dégager le sable avec l'aide des indigènes qui étaient souvent à leur côté. Quand le sable fut dégagé, elle constata qu'elle était devant l'entrée d'une construction. Mademoiselle Rouama fit alors appel à ses collègues et ensemble, ils enlevèrent complètement le sable. Ils se retrouvaient en face d'un bâtiment sans toit, de forme supposée être carrée, dont une partie des 4 côtés avait disparu. À l'intérieur, sur le mur, il n'y avait rien d'autre que quelques inscriptions hiéroglyphiques difficilement visibles. Ce jour-là, c'était tout ce qu'ils avaient découvert. Comme c'était la parcelle qui lui était donnée, Rouama poursuivit seule le travail le lendemain. Elle racla un peu le sol. Elle trouva un coffre de forme cubique dont chaque arête pouvait mesurer 40 cm, taillé dans du granit. Avec minutie, elle sortit le coffre et au moment de le poser à terre, une partie de forme plate se détacha du reste. C'était le couvercle. À l'intérieur du coffre, il y avait une palette de scribe en bois d'une longueur de 25 cm. À côté de la palette, elle pouvait remarquer un petit maillet émanché incrusté d'ivoire, destiné à lisser les papyrus. Au fond du coffre, sous la palette et le maillet, se cachaient 2 rouleaux de papyrus. Le papyrus était une plante qui croissait dans les eaux peu profondes. Sa tige fibreuse, taillée en fines lamelles, que l'on collait côte à côte sur 2 couches de sens différents, servait de support sur lequel écrivaient les Égyptiens. Elle sortit les objets et reçut une bonne dose de poussière. Elle déplia tout en tout ce temps les rouleaux de papyrus et découvrit des signes hiéroglyphiques que cachait la poussière. Elle essuya les rouleaux dépliés et put voir clairement l'écriture de l'Égypte antique. Son cœur battait très fort. Elle consigna sur une fiche l'heure exacte de sa découverte. Elle était très contente car elle savait qu'elle venait de faire une grande découverte.